Je vais vous souhaiter bienvenue à tous et à toutes à ce midi causerie organisée par la Fondation Âge, mais en collaboration avec l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. On est actuellement en février, c'est le mois de la sensibilisation à la DMLA. La DMLA, c'est l'acronyme de dégénérescence maculaire liée à l'âge. La présentation, ben, elle s'adresse à toutes les personnes atteintes de la maladie, à leurs aidants et à toute personne qui souhaite en savoir davantage sur le sujet. Euh, je vais juste vous indiquer avant de commencer à tout le monde, si c'est possible, je crois que tout le monde le fait, mais de fermer le son durant la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on va pouvoir y répondre à la fin. Vous allez pouvoir bien sûr lever la main avec Zoom et on va pouvoir également y répondre de façon directe. Mais si vous ne souhaitez pas, on va pouvoir lire vos questions pour vous également à la fin. Euh, je vous présente aujourd'hui notre présentatrice de ce midi causerie, c'est Madame Sylvie Castonguay. Elle est directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Elle est elle-même atteinte de cette maladie. Avant de se joindre à l'AQDM, elle a occupé des postes de gestion en relations publiques et en développement de partenariats dans le domaine des services aux entreprises, dans le milieu associatif et dans le secteur de la santé. Elle a aussi défendu de nombreuses causes à titre de présidente de conseil d'administration. Pour l'avoir expérimenté au sein de plusieurs regroupements, elle sait que l'entraide et la mobilisation permettent de réaliser de grandes choses, même avec de petits moyens. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec Madame Castonguay pour la présentation. Merci beaucoup, Madame Ouellette, de cette belle occasion de parler de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, particulièrement en février, parce qu'on souligne depuis quelques années ce mois qui est maintenant devenu un mois national, que Santé Canada reconnaît comme étant un mois qui est significatif pour parler de cette maladie. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire un survol un peu de la maladie et de comment elle est diagnostiquée, comment elle est traitée et comment est-ce qu'on peut apprendre à bien vivre avec elle. Donc, je vais faire ma présentation et par la suite, je vais répondre à vos questions. Excusez-moi, j'arrive pas à cliquer sur mes acétates. Je sais pas pourquoi. Ça fonctionnait il y a 2 secondes, là, ça fonctionne plus. Excusez-moi. Je Qu'est-ce vois que je fais? je vois votre J'arrête le sourire. partage, puis je recommence. Ouais. Dans le fond, est-ce que vous êtes dans la fenêtre, dans votre fenêtre de... oui, OK, dans votre... OK. Ça devrait fonctionner. Je vais continuer comme ça. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Quelques statistiques. Des fois, on est surpris d'entendre que 500 000 personnes au Québec sont atteintes de dégénérescence maculaire. Quand vous allez comprendre comment se déploie cette maladie, vous allez comprendre pourquoi. C'est la première cause de perte visuelle de cécité chez les gens de 50 ans et plus au Québec, au Canada et en Occident. Et ça touche majoritairement les personnes de 75 ans et plus. Qu'est-ce que c'est la dégénérescence maculaire? Bon, le mot le dit, hein, dégénérescence. Donc, c'est la dégénérescence de la macula, qui est une partie de la rétine qui se trouve dans le fond de votre œil. On ne devient pas aveugle totalement à terme si on a cette maladie, la version la plus avancée de cette maladie-là. Elle peut toucher un œil ou les 2 yeux. Et ça, c'est important parce que ça fait comprendre pourquoi sur 500 000 personnes atteintes, il y a des gens qui vont être touchés à un œil seulement. Ce sont les plus chanceux parmi nous. Eh bien, eux, ils vont pouvoir compenser leur vision avec un œil qui peut être fonctionnel avec des lunettes ou avec une opération de cataracte. Ça obstrue la vision centrale. Donc, on voit toujours en périphérie, mais quand la maladie est avancée, c'est la vision fine au centre de l'œil, donc qui permet de lire ou de bien lire, de conduire une auto, de reconnaître les visages, de regarder la télévision, de bien couper ses légumes ou quelque chose comme ça. Donc, quand on regarde l'œil, là, on a comme un découpage de l'œil. Vous voyez le devant de l'œil du côté gauche. Euh, donc,
Mais nous, on parle du fond de l'œil. Quand on parle du fond de l'œil, de la rétine, vous voyez un petit carré, c'est la macula. Donc, c'est par là, par la macula, que les images vont se rendre au cerveau, qu'on va détecter l'image et les couleurs et la précision. Et c'est ça qui est atteint, c'est cette couche-là qui est atteinte quand on a la dégénérescence maculaire, donc de sa macula. Les facteurs de risque, l'âge est bien sûr le principal facteur de risque. Je vous disais plus tôt que la maladie touchait particulièrement les gens de 75 ans et plus. Moi, j'ai 67 ans, ça fait depuis 3 ans et demi que j'ai eu mon diagnostic, donc je suis relativement jeune pour cette maladie. Donc, l'âge, bien sûr, est un facteur important. Le tabagisme, les antécédents familiaux, 4 fois plus de risques. Vous allez probablement entendre des gens qui vont dire, ah oui, ma mère a eu ça, mon père, etc. C'est pas tout le monde qui a un antécédent familial, mais si on croise plusieurs facteurs de risque, comme aussi l'hypertension, un haut taux de cholestérol, les yeux clairs, par exemple, les yeux bleus, c'est mon cas. Les yeux bleus, pourquoi on a moins de protection au soleil, donc la rétine va être plus facilement endommagée. L'obésité, parce que c'est une maladie qui est un facteur inflammatoire, et donc la protection du soleil est importante. La surexposition au soleil est importante. Donc, quelqu'un qui a plusieurs facteurs de risque a plus de chances, et peut-être plus jeune, de développer cette maladie. La maladie a 2 formes. La forme sèche, ici vous voyez dans le découpage que vous voyez avec les 2 enfants, c'est à peu près ce que vous verriez quand la maladie est plus avancée. Là, on ne voit plus le centre. Mais ça, c'est une évolution dans la DMLA sèche qui est graduelle. Elle touche 90% des cas. Quand on dit progression graduelle, les gens doivent demander tout le temps combien de temps ça peut prendre pour que je sois à un niveau où je perde mon permis de conduire. Ça dépend. Il y a des gens pour qui ça va se développer plus vite, moins vite. Ça va toucher un œil, 2 yeux. Vous voyez que c'est pas pareil pour tout le monde. Mais c'est plus lent que la deuxième forme dont je vais vous parler dans quelques minutes. L'atrophie géographique, on commence à parler plus d'atrophie géographique maintenant. C'est la forme la plus avancée de DMLA sèche qu'on a souvent après 10, 15 ou 20 ans ou plus de la maladie, dépendamment des gens, et ça touche 10-15% des gens. Je pense qu'il y a une dame, il y a quelqu'un qui parle un petit peu en même temps. Nos marchés d'exportation, on sait que la très grande partie de nos exportations là, elles sont dirigées vers les États-Unis. Et plusieurs là, croient qu'on devrait... Donc, l'autre forme de la maladie, c'est la DMLA qui est humide. Celle-là, il y a plus de gens qui la connaissent. Pourquoi? Parce que c'est une forme plus agressive de la maladie. Elle touche environ 1 personne sur 10% des cas. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que dans vos yeux, comme dans l'ensemble de votre corps, vous avez des vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est que ce sont ce qu'on appelle des néo-vaisseaux sanguins, de nouveaux vaisseaux sanguins qui poussent dans l'œil, qui sont plus fragiles et qui coulent, il y a un sang ou un liquide qui coule à partir de ces vaisseaux-là et ça vient obstruer la vision. Ce qu'on comprend ici, c'est que c'est plus rapide parce que le sang, le liquide va se développer assez rapidement. Ça va bloquer la vision. Par contre, c'est traitable. Donc, je vais vous en parler. Ce que ça crée, c'est des distorsions dans votre vision. Pourquoi souvent, quand on dit 500 000 personnes sont atteintes, c'est une maladie sous-diagnostiquée? Un des aspects, c'est que ça fait pas mal. C'est pas quelque chose qui est douloureux. Même s'il y avait du liquide qui coule dans votre œil, vous n'avez pas de douleur. Par contre, si vous fermez un œil, vous regardez avec l'autre œil et que la maladie peut avancer, vous allez voir que les lignes ne sont pas droites, vous allez voir qu'il y a un problème. Mais au début, particulièrement pour la forme sèche dont je vous parlais plus tôt, ça peut prendre plusieurs années avant qu'on voit
à l'œil une différence, particulièrement si on est quelqu'un qui ne lit pas euh, euh, régulièrement. Donc, on a une vision qui est embrouillée, qui est floue. On a un contraste ou une sensibilité à la couleur. Ça, ce sont des choses qu'on voit. On a des taches dans l'œil qui vont se développer plus ou moins vite. Est-ce que ça se détecte? C'est sûr que, je vous disais tantôt, normalement, votre vision, là, quelqu'un qui a une vision normale avec des lunettes, s'il porte des lunettes, s'il regarde ce qu'on appelle, nous, la grille d'Amsler, c'est un quadrillé qui est disponible sur notre site web, le site web aqdm.org. Vous pouvez le télécharger, le mettre sur votre frigo ou dans une armoire ou peu importe. Quand vous regardez une vision normale, vous regardez avec un œil à la fois, vous cachez l'autre œil, vous portez vos lunettes si c'est le cas, et vous regardez à peu près à 50 centimètres, un petit peu plus qu'un pied de distance. Si votre vision est bonne, ou du moins si on ne voit pas encore très clairement l'évolution de la maladie, toutes les lignes devraient être noires et droites, et tout le fond devrait être blanc. Ça, c'est une vision qui n'est pas atteinte ou qui n'est pas atteinte à un certain niveau. Alors, nous, c'est quelque chose que normalement les ophtalmologistes nous donnent quand on a un diagnostic, puis on nous dit surveillez cette grille-là. Nous, on la regarde régulièrement. Comme moi, si je la regarde avec l'œil gauche, dans l'œil gauche, mes lignes ne sont plus droites et j'ai des taches grises dans le fond de ma vision parce que j'ai atteint un certain niveau de dégénérescence maculaire. Par contre, mon œil droit est atteint, mais moins atteint, donc je vois beaucoup moins les effets, ce qui me permet de bien voir, même si j'ai cette maladie. Mais elle va progresser dans le temps. Est-ce qu'il y a des traitements? Pour la forme sèche, il y a un premier traitement au Canada qui commence, et nous, on fait toujours attention à ça, les nouveaux traitements, parce que il y a peu de patients qui ont eu ce traitement-là. Toutefois, il est autorisé par Santé Canada. Qu'est-ce que ça et ce que c'est un casque qu'on met sur la tête des gens et qui apporte une stimulation par des micro-courants sur les paupières quand elles sont fermées. On en parle puisque c'est disponible. Toutefois, la Société canadienne d'ophtalmologie et la Société canadienne de la rétine ont indiqué qu'il faut être prudent avec ces nouveaux traitements parce qu'il y a encore peu de cas et surtout pas sur plusieurs années. Donc, ça permet chez une partie des patients une certaine, un certain ralentissement, une certaine meilleure précision. Il y a des patients chez qui ça n'a pas eu d'effet. C'est quelque chose qui existe. Toutefois, c'est à discuter avec son médecin et de toute façon, ces traitements-là ne sont pas disponibles sans avoir été euh, identifiés et approuvés par le médecin qui est traitant. Ça ne guérit pas la maladie. Par contre, pour la forme qui est humide de la maladie, vous avez peut-être entendu des gens qui vous ont dit, ah oui, je connais quelqu'un qui a des injections dans les yeux. Bon, les gens qui ont des injections dans les yeux, ça peut être parce qu'ils ont la DMLA humide. Ce sont des injections qui, dépendamment des produits, il y a plusieurs médicaments là, qui sont offerts. Les ophtalmologistes décident quel traitement avec leurs patients vont être pris, c'est-à-dire quel liquide va être mis dans la seringue, quel médicament. Ça ne guérit pas, mais les injections prises régulièrement, et ça va bien dans la grande majorité des cas, ça empêche la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et ça vient assécher le liquide qui coule dans l'œil. Maintenant, ça fonctionne en autant qu'on garde le traitement. Il y a très peu de patients qui vont avoir une guérison, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin d'avoir des injections à long terme. Actuellement, euh, on est quand même chanceux. Il y a des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments qui permettent d'avoir un intervalle qui est plus grand entre les injections. Il y a le Eylea, maintenant 8 mg qui est disponible. Il y a Vabysmo, qui
sont deux molécules qui sont arrivées plus récemment. On a maintenant des biosimilaires aussi, des produits, d'autres produits qui sont disponibles, où on peut avoir des intervalles qui peuvent aller parfois 3 mois, 4 mois. Dans certains cas, on a vu plus. Mais en général, ce sont des bonnes nouvelles parce que l'intervalle est plus long entre chaque injection. Donc, on peut être atteint dans un œil ou dans les deux yeux de la DMLA humide. Donc, on peut avoir des injections dans un œil ou dans les deux yeux à chacune des visites chez l'ophtalmologiste. Est-ce que ça se prévient? Est-ce que ça se ralentit, cette maladie? Comme je vous disais tantôt, facteur de risque très important, le tabagisme. Ben, le corollaire, c'est que si on arrête de fumer, c'est un plus. Parce que ça, c'est l'ennemi numéro un dans le sens que ça diminue le taux d'oxygène dans le sang. Le sang, il y en a jusque dans vos yeux. Donc, le tabagisme, c'est vrai pour les yeux comme c'est vrai pratiquement pour le corps au complet. C'est une bonne idée de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer. Bien s'alimenter. Des fois, je fais la comparaison avec d'autres maladies. Tu sais, on va toujours nous dire, ben, avoir de bonnes habitudes de vie, ça vous aide, ça prévient, ça peut prévenir. Si vous avez des facteurs de risque, on s'entend que vous avez des facteurs, si vous avez des facteurs de risque, raison de plus pour être dans la prévention. Donc, bien s'alimenter en général, on va parler du régime alimentaire méditerranéen. Dans notre cas, pour les yeux, on parle de certains aliments qui sont riches en certains nutriments ou autres, la lutéine, la zeaxanthine, la vitamine C, le bêta-carotène, on parlait des carottes, par exemple, tout ce qui est coloré, et particulièrement les légumes verts ont un impact sur la vision. Et les oméga-3, pourquoi les oméga-3? Particulièrement pour la santé cardiaque. Je mentionnais tantôt la forme humide de la maladie, donc le facteur cardiovasculaire. Donc, c'est important d'avoir une bonne santé cardiaque. Donc, bien s'alimenter, tout ce qui est très vert, là, il y a des gens qui aiment ça, la salade, il y a des gens qui aiment moins ça, mais le kale, particulièrement les épinards, ou le brocoli ou d'autres types de laitue ou de légumes verts sont très appréciés. Euh, les kiwis, les fruits qui sont oranges, c'est très apprécié. Les avocats pour les oméga-3, le saumon, les sardines, je dis souvent, c'est pas un poisson que j'aime particulièrement en boîte de conserve, mais c'est à peu près ce qu'il y a dans ce qu'il y a de ce qu'il y a de mieux pour les oméga-3. Et c'est un prix qui est raisonnable pour avoir des oméga-3 dans son alimentation. Se protéger du soleil, je vous disais tantôt, les yeux clairs, on a moins d'épithélium, en tout cas, il y a un terme scientifique là, que je vous lis, dans nos yeux, donc on doit se protéger. On commence pas à se protéger quand on a un diagnostic. On devrait se protéger comme on le fait pour la peau. Et les yeux, c'est encore plus fragile que la peau. Donc, les enfants devraient se protéger. Ça commence dès le jeune âge. Et quand on a atteint un diagnostic, souvent, on va inviter les gens à mettre des surlunettes ou des lunettes qui sont ce qu'on appelle à large barre, là, qui protègent sur le dessus et sur les côtés de l'entrée des rayons du soleil. On invite les gens à porter des chapeaux à large barre. Pourquoi? Pour éviter que les rayons du soleil et les rayons UV, ce qui est dommageable, euh, touchent nos lunettes, touchent nos yeux. Donc, des lunettes polarisées. Polarisées, c'est un traitement qui est utile pour les rayons UV et on les porte même quand c'est nuageux parce que les rayons du soleil passent à travers les nuages. C'est pas vrai que quand c'est nuageux, on n'a pas besoin de protection. Et d'autant plus, par exemple, l'hiver, quand on est face à la neige, qui a un effet de reflet, et quand on est dans l'eau, où il y a encore plus de reflets que si on regarde le gazon ou un mur de briques, là. Alors, il faut comprendre l'impact de la lumière et des rayons du soleil sur nos yeux.
Les verres anti-lumière bleue pour l'écran d'ordinateur, on le mentionne. Actuellement, les scientifiques ne sont pas tous du même avis sur le fait que ça a un impact sur la dégénérescence maculaire. Toutefois, nous, on dit protégez vos yeux. D'une part, pour la fatigue des yeux, c'est une bonne chose d'avoir des verres anti-lumière bleue. Mais il n'y a pas un consensus, je vous dirais, à 100% à ce niveau-là, au niveau de l'impact que ça pourrait avoir sur notre maladie. Quand on est atteint, pardon, quand on a un diagnostic, l'ophtalmologiste va nous recommander de prendre des vitamines. Il y en a qui ont peut-être entendu parler des vitamines, les Vitalux, les Préservision. Ce sont des vitamines qui ont un cocktail de supplémentation qui vient appuyer une bonne alimentation. Il y en a il y a différents produits. Il y en a qui sont plus faciles à absorber que d'autres, qui sont plus petites. Une étude sur 10 ans, faite en Australie, montre que sur 10 ans, on a prouvé maintenant que c'est, oui, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de cas, ça ralentit la progression de la maladie. Donc, ça vaut la peine de prendre ces vitamines-là. Malheureusement, ce n'est pas remboursé par la RAMQ et ce n'est pas non plus quelque chose ça coûte à peu près entre 25 et 30 $ par mois parce qu'on doit en prendre 2 par jour. Mais c'est quelque chose qui est utile pour nous. Et prendre des oméga-3, on peut le prendre en supplément. C'est ça qu'on invite les gens à bien manger, prendre du saumon, des oméga-3 dans leurs aliments. Ça a un impact sur la dégénérescence et sur les yeux secs. Quand on a eu, par exemple, une opération de la cataracte, on a les yeux plus secs. Donc, il y a beaucoup de gens passés 70 ans qui ont eu des opérations de cataracte et qui ont aussi la dégénérescence maculaire. Donc, les oméga-3, c'est bon aussi pour les yeux secs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Consulter régulièrement un optométriste quand on n'a pas eu de diagnostic. Il y a des cas dans votre famille, les ophtalmologistes peuvent nous dire qu'à partir de 40 ans, ça vaut la peine d'avoir un examen régulier, que ce soit dans votre dossier comme patient en optométrie. Pour la population générale, on parle de 50-55 ans. Il y a un examen précis qui s'appelle l'examen du fond de l'œil, qui est à faire chez l'optométriste et qui est bien sûr fait chez l'ophtalmologiste. C'est un autre examen que l'examen de base qui est payé par la RAMQ chez les aînés. Toutefois, c'est l'examen qui permet vraiment de bien connaître l'état des yeux, l'état du développement de la maladie. Dépendamment des optométristes, ça peut coûter 35 $, 50 $. Évidemment, ça dépend. Ça peut valoir la peine d'investir là-dedans pour avoir une idée bien claire. Demander un deuxième avis. Pourquoi on dit ça? Ça arrive une fois de temps en temps qu'une personne qui appelle au bureau à la QDM et qui nous dit je suis pas sûre que j'ai eu un bon diagnostic, je suis pas sûre qu'on m'a donné une bonne idée. Nous, on dit toujours aux gens, si vous avez un doute par rapport à ce qu'on vous dit, vous pouvez tout à fait aller consulter un autre professionnel de la vue. Vous avez le droit quand vous n'êtes pas en confiance. Et la porte d'entrée est toujours plus facile pour un deuxième avis chez un optométriste que chez l'ophtalmologiste. Parce qu'un optométriste ne vous demandera pas une référence d'un médecin, alors qu'en ophtalmologie, on va vous demander une référence d'un optométriste. Bien sûr, une fois qu'on a atteint cette maladie-là, qu'on a une perte visuelle qui est significative, qu'on commence à moins bien voir, on peut pas corriger actuellement par les lunettes votre perte de vision si vous voyez moins bien. Par contre, il y a il y a les loupes. C'est sûr qu'au tout début, on commence à grossir les caractères. Mais après un certain temps, il faut qu'on prenne d'autres moyens. Les cellulaires sont parfois très utiles pour grossir les caractères comme une loupe. Je vous invite à faire ça, là. Vous allez sur votre application de photo, vous regardez quelque chose, puis vous grossissez les caractères, vous grossissez l'image.
Par exemple, à l'épicerie, c'est très utile pour grossir les caractères, pour voir les plus petits caractères. Et quand on a atteint un certain niveau de perte visuelle qui fait qu'on va perdre son permis de conduire, on n'est plus en mesure de lire avec des outils simples, on a accès à ce moment-là aux services de réadaptation, ce qu'on appelle les services pour la déficience visuelle. Alors ça, ce sont les centres de réadaptation. On connaît beaucoup les centres de réadaptation physique en général, mais ils ont un volet pour la perte de vision. Et on a accès habituellement à ces services-là par le biais d'un professionnel de la vue. Il faut remplir un formulaire, mais vous pouvez aussi appeler vos centres de réadaptation de votre région pour savoir comment obtenir des services. Malheureusement, comme dans beaucoup d'autres problèmes de santé actuellement, on voit un certain ralentissement de services à cause d'une pénurie de main-d'œuvre. Il y a des services, mais euh, on nous dit dans les centres de réadaptation qu'on évalue selon la priorité. Ça peut prendre un certain temps. Donc, on va avoir toutes sortes d'aides pour adapter son domicile. L'éclairage est hyper important parce il faut avoir une bonne luminosité. Il y a un risque de chute plus élevé, bien sûr, si on voit moins bien. Donc, il y a toutes sortes d'outils qu'on peut vous donner, des outils pour vous aider à cuisiner, un gros cadran pour votre téléphone, une aide vocale au lieu d'appuyer sur des boutons. Et il y a aussi du soutien psychosocial qui est aussi très important parce que quand on a ce diagnostic, même si on voit encore bien au début, moi je sais que le mot dégénérescence maculaire, quand on me dit ça, un, je ne savais pas ce que c'était, mais deux, je me suis dit, dégénérescence, ça veut dire que ça va empirer. Donc, donc, on peut être anxieux par rapport à l'avenir. Donc, c'est important de prendre les ressources qui sont disponibles. Donc, comme je vous disais, les centres de réadaptation visuelle qui vont vous aider, qui ont des spécialistes pour vous aider. Il y a d'autres ressources qui sont disponibles. L'INCA, qui est l'Institut national canadien pour les aveugles, qui a beaucoup de types de services, des cours d'adaptation technologie, des groupes d'entraide. L'AQDM a aussi des groupes d'entraide. Les centres communautaires, de plus en plus, sont sensibles au fait qu'il y a une partie de leurs participants, surtout chez les aînés, qui ont une perte de vision et qui vont peut-être mieux être en mesure de les aider. Nous, on fait des campagnes de sensibilisation auprès des centres communautaires. Il y a des associations pour les personnes handicapées visuelles à travers le Québec qui peuvent aider, qui ont des activités pour les gens qui sont en perte de vision. Il y a l'appui pour proches aidants parce que quand on est en perte visuelle importante, ben là, on est moins autonome, donc on a besoin d'aide. Donc, des organismes comme l'appui pour proches aidants peuvent aider les proches aidants. Le Service québécois du livre adapté, l'audiothèque, le Service québécois du livre adapté, c'est un service qui est offert par les bibliothèques et archives du Québec. C'est un service gratuit qui donne des livres qui sont audio. Donc, on peut écouter et c'est offert à toute la population. Il faut aller se renseigner sur leur site web. Et il y a finalement nous, il y a l'AQDM, l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Nous, on regroupe les gens qui sont atteints, les gens qui les soutiennent. Donc, on donne de l'information sur la maladie, comment s'y adapter. On a un soutien téléphonique. Quand les gens ont des questions, ils peuvent nous appeler. On a des bénévoles et on a un médecin conseil, une optométriste conseil qui nous aide à répondre aux questions. On a des comités d'entraide. On réfère les gens aux organismes de leur milieu qui peuvent les aider. Le transport adapté, par exemple, qui peut être très utile pour aller chez son ophtalmologiste. Et on fait des représentations auprès des décideurs parce que on voit poindre des nouveaux traitements, particulièrement pour la dégénérescence maculaire sèche, qui nous donne un horizon avec un espoir pour l'avenir. Et nous, on suit ça de près et on veut être la voix des gens qui sont atteints auprès des gouvernements. Et c'est gratuit être membre de la QDM.
Donc, notre message, c'est que oui, c'est une maladie dégénérative, c'est une maladie chronique. En fait, on ne la guérira pas nécessairement, mais on peut de plus en plus la traiter ou du moins en ralentir la progression. Et finalement, nous, on est là pour vous aider. Donc, je vous donne finalement en bout de ligne mes coordonnées, sylvie@aqdm.org, notre site web où vous trouverez la grille d'Amsler, des vidéos. On a une série de vidéos qui donnent beaucoup d'informations en complément à ce que vous avez ici. Donc, moi, ça résume un peu ma présentation. Je vous remercie de votre écoute et je vais départager, j'enlève mon partage d'écran, c'est ça? Oui, merci beaucoup pour votre présentation. En fait, oui, vous pouvez enlever parfait, le partage d'écran. On va tous se voir un peu. Puis si vous avez des questions, je vous invite à lever votre petite main Zoom ou je sais qu'il y en a déjà qui ont posé des questions dans le chat. Je ne sais pas si Louis, tu voulais prendre la relève des questions qui sont dans le chat Exact. pour pouvoir les poser à Madame Castonguay. Donc, première question, Madame Castonguay, de Madame Lynne Bélanger, de la MRC du Témiscamingue. Les antioxydants sont-ils toujours d'actualité? Oui, les antioxydants sont d'actualité parce que c'est une maladie inflammatoire. Donc, oui, ça vaut la peine. Les antioxydants peuvent avoir un impact qui est positif. Deuxième question de Mme Jeanne Vincent, mais je crois que vous y avez déjà répondu, mais je vais la reposer quand même. Est-ce qu'on voit une différence significative chez les gens qui prennent des pilules vitaminées recommandées par le médecin? En fait, ce que les études mentionnent sur 10 ans, c'est de là l'importance d'avoir des études ou des informations sur plusieurs années. On a remarqué un ralentissement de la maladie qui peut aller jusqu'à 25%, c'est-à-dire qu'on va être atteint plus lentement d'une forme plus avancée de la maladie. Donc, selon les études qui ont été faites sur des patients qui ont été vus sur une période de 10 ans, on a vu que ça valait la peine de prendre ces compléments vitaminiques, mais ça ne remplace pas le fait de faire attention à sa santé, de bien s'alimenter, de bouger. Ce sont des choses, dans le fond, pour une bonne santé globale aussi qui sont importantes. Parfait, merci. Et nous avons une prochaine question de Mme Marie-Claude Rousseau. Bonjour, est-ce qu'une personne souffrant de la DMLA peut faire de la luminothérapie en parenthèse, en dépression? Ouais. Ça, c'est une question qu'on a posée à notre optométriste conseil lors d'une conférence et elle était plutôt prudente là-dessus. Actuellement, ce qu'on voit, on est en train de voir des nouveaux traitements. Je parlais d'un nouveau traitement là, qui est disponible au Canada, mais qui est tout à fait récent, sur lesquels les médecins demandent de la prudence aux ophtalmologistes. La lumière pourrait avoir un impact positif, mais il faut faire attention à ça. On n'a pas encore au Canada donné, les ophtalmologistes n'ont pas encore donné une approbation vaste sur des traitements qui amènent des micro-courants ou de la luminosité. Donc, je vous dirais qu'il faut en parler à son médecin. On doit faire attention quand on voit passer sur Internet beaucoup de choses. Hein, on le voit pour toutes sortes de problèmes de santé, mais c'est la même chose pour la DMLA, là. Prenez tel complément, prenez tel truc. Il faut suivre la science. Nous, on se base sur les médecins et les optométristes et on suit l'actualité. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lit sur Internet. Parfait, merci. Prochaine question de Mme Lina Turcotte. Au fond, j'avais déjà répondu, mais c'était par rapport à la conférence. Oui, ça va être diffusé sur notre chaîne YouTube à la suite et la présentation PowerPoint va être partagée également. Ça fait le tour des questions pour l'instant dans le chat. Je suis en train de redescendre le chat, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main pour une question directe à Mme Castonguay, vous pouvez le faire. Ça me fait penser à la question qu'on posait sur la luminothérapie. La QDM, notre association, donne la semaine prochaine, le 11 février, à 14h30, une conférence par Dr Marc-André Réaume, ophtalmologiste spécialisé dans la rétine, sur l'état actuel des nouveaux traitements et de la recherche.
Et ça, vous pouvez vous inscrire à partir de notre site web, là, aqdm.org, dans le calendrier. L'événement est mentionné là, puis on peut, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Et comme vous, là, ça va être en rediffusion, donc ça va être disponible ensuite sur notre chaîne YouTube. Merci. Je vais mettre le lien de votre calendrier et de votre site dans le chat aussi pour ceux qui veulent Ah, le. parfait. Merci. Excellent. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour Mme Castonguay? Moi, je serais curieuse de voir s'il y a des gens qui sont atteints. Je ne sais pas si les gens peuvent lever la main. Pour ça, si vous pouvez voir s'il y a des gens qui sont atteints de dégénérescence maculaire. On voit qu'il y en a quelques-uns. Puis, J'en ai. peut-être que, comme on a un peu de temps, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent partager leur expérience ou s'ils ont quelque chose à dire sur leur parcours comme patient avec la dégénérescence maculaire. Louis, je pense que votre micro est fermé. J'ai répondu à Mme Vincent qui demandait où on peut lever la main. Bien, Mme Vincent, vous pouvez lever la main devant votre caméra, on va vous voir aussi. Sinon, pour ceux qui veulent lever la main avec le Zoom, c'est dans réaction à côté d'une flèche verte. Vous allez le voir réaction, vous pouvez lever la main aussi. On a une question je n'ai pas de nom malheureusement, c'est marqué iPhone, mais est-ce que les traitements de l'humeur par lampe de luminothérapie peuvent être dommageables? Oui, ben en fait, c'est un petit peu une question qu'on avait un petit peu plus tôt. Euh, Actuellement, au Canada, il y a un seul traitement qui est approuvé par Santé Canada, qui est un traitement par micro-courant électrique, mais qui est actuellement tout à fait nouveau et pour lequel les ophtalmologistes demandent que les gens en parlent avec leur médecin. La luminothérapie comme telle n'est pas, ce qu'on nous mentionne, ce que j'en connais, là, n'est pas un traitement qui est reconnu ici, si c'en est un. Donc, il faut faire attention. Les yeux, c'est très fragile. Donc, il faut en parler avec un spécialiste. Merci. Et La prochaine, j'ai vu Mme Lynne Bélanger. Bon, Oui, madame? oui, bonjour. Moi, en fait, c'était mon père qui avait cette maladie-là. Ça a été assez progressif, mais là, je ne sais pas si c'est la sèche ou la humide. Je pense que c'était la sèche, lui, qui avait, parce qu'il n'y avait aucun traitement. Puis, mais il n'a jamais perdu la vision totalement. C'était vraiment juste qu'il voyait de moins en moins. Il écoutait la télévision, il ne la regardait pas, il l'écoutait. Ben, en fait, c'est un bon exemple que vous donnez, parce que, de façon générale, on ne perd pas, c'est une maladie qui touche la vision centrale. Comme exemple, nous, ce qu'on dit, c'est que si vous mettez vos deux mains en face de vous, là, c'est la zone graduellement, là, au pire où ça va aller, ça va être la zone qui sont vos deux mains que vous ne verrez pas. Donc, vous allez voir tout le reste. Sauf que cette zone-là, ben, si elle est de plus en plus atteinte, vous allez avoir de plus en plus de misère à lire, de reconnaître les visages. Regardez la télévision, là, vous allez voir des choses, mais vous ne verrez pas le centre de la télévision. Donc, euh, mais l'autre chose que ça m'amène à dire, c'est une maladie du vieillissement, mais il y en a d'autres. Par exemple, le glaucome. Le glaucome, quelqu'un qui souffre de glaucome puis qui souffre de dégénérescence maculaire, ben, le glaucome peut affecter, s'il est mal traité, s'il n'est pas traité, ou toute la vision. Donc, si vous avez plus qu'une maladie dans vos yeux, et il y a malheureusement des gens qui vont en avoir plus qu'une, ben, à ce moment-là, oui, votre vision, ça peut être plus qu'une maladie. La vision périphérique peut être touchée. L'autre volet, question qu'on a souvent, c'est les cataractes. Quel est les cataractes? Par exemple, je me donne en exemple, j'ai été traitée pour les cataractes il y a 2 mois. Là, avant mon opération, je n'étais plus capable de savoir quelle était la partie de perte de vision que j'avais qui était causée par la cataracte et celle qui était causée par la dégénérescence maculaire. Même si mon optométriste me disait, Madame, c'est pas votre dégénérescence maculaire qui fait en sorte que vous êtes plus capable de conduire votre auto, là. Ce sont les cataractes. Donc, j'ai été opérée
Et honnêtement, j'ai compris là, ce qu'elle me disait, c'est que quand on a plus qu'une maladie, des fois, on n'est plus capable de distinguer, mais la cataracte, ça se traite. Maintenant, la cataracte, chez les gens qui ont la dégénérescence maculaire, particulièrement la forme humide de la maladie, les ophtalmologistes, quand la maladie est humide et présente, en général, ils font beaucoup plus attention. Et même la forme sèche, parce que même mon ophtalmologiste me disait que oui, ça peut faire progresser plus rapidement votre maladie. Alors là, les médecins vont juger en fonction de l'avancement de la dégénérescence maculaire par rapport à ce que l'opération de la cataracte va vous apporter. Si vous avez déjà une perte de vision importante, ça peut vous donner quelque chose quand même, là, d'être opéré pour la cataracte parce que vous allez mieux voir en périphérie, mais ça peut accélérer la progression. Donc, ça peut arriver là, que les médecins disent oui, vous pourriez être opéré, mais il y a certains risques. Merci, Mme Castonguay. J'ai Madame Marie-Claude Rousseau qui voudrait savoir si vous connaissez les produits eSight Eyewear. Il a mis l'adresse courriel par Internet. Vous Ouais. allez répondre alors? Oui, effectivement, merci pour ce point. Les aides visuelles, ça c'est une aide visuelle, c'est un casque qu'on met, si je me souviens bien, c'est un casque qu'on met c'est un gros casque là, qu'on met sur sa tête. Ce que ça fait, c'est que ça vient amplifier la vision de manière très, très importante. Ce qui fait que vous ne seriez pas capable de voir avec vos yeux, parce qu'avec ça, ça amplifie ce que vous voyez. Vous pourriez être capable de voir. Je connais des gens qui utilisent eSight. eSight, il y a quand même un coût qui est associé à ça. Je ne sais plus comment c'est rendu. Je sais que il y a quelques années, c'était 15 000 là, peut-être que c'est 10 000. Maintenant que c'est moins, peut-être que c'est 8 000. J'ai aucune idée. Mais oui, ça peut aider à mieux voir, mais c'est un outil quand même assez lourd, c'est un casque, etc. Il faut le porter, évidemment, pour être capable de bien voir. Par contre, on est en train de voir poindre des nouvelles sortes de lunettes. La semaine prochaine, j'ai une conversation avec une compagnie américaine là, qui va lancer aux États-Unis des lunettes sur le marché qui apparemment viennent utiliser la vision périphérique pour faciliter la vision centrale. J'en sais pas plus là, pour l'instant. Donc oui, il y a des aides visuelles. Il y a d'autres types d'aides visuelles, par exemple, il y a Humanware, il y a Optolic, il y a Orcam, qui sont des compagnies qui ont des aides visuelles plus poussées, évidemment, qu'on doit payer. C'est pour ça que les centres de réadaptation visuelle, quand on est rendu à une perte de vision importante, ben, c'est important d'ouvrir un dossier puis de voir l'optométriste en basse vision du centre de déficience visuelle. Et eux, ils ont des spécialistes, mais ils ont aussi des aides visuelles qui sont gratuites pour les gens qui sont atteints. Mais ils n'ont peut-être pas ces outils, ces aides visuelles plus perfectionnées, là, beaucoup plus coûteuses. Mais quand on a les moyens, je voudrais si vous avez des moyens en complément de ce qu'on peut vous offrir dans un centre de réadaptation, ben, ça peut être considéré, là. Merci. En passant, pour les participants, j'ai mis les deux numéros de téléphone pour pouvoir rejoindre la QDM, soit celui de Montréal, mais aussi le numéro sans frais que vous pouvez retrouver également sur. Merci beaucoup. Je vois que Mme Lydia Paradis avait la main levée. Oui, donc est-ce que vous m'entendez? Oui, donc c'est ça. Moi, j'avais une question. Dans le fond, est-ce qu'il y a déjà eu des cas dans le fond, la même maladie, mais pas causée par l'âge? Exemple, parce qu'on sait, Oui, exemple, qu'on peut naître avec, dans le fond, ce problème-là ou quelque chose comme ça. oui, effectivement. Là, aujourd'hui, on parlait de la dégénérescence maculaire liée à l'âge parce que c'est le mois qui parle de cette forme de maladie. On peut avoir la forme de dégénérescence maculaire myopique qui va toucher les gens plus jeunes. On voit des gens de 30 ans qui ont cette forme-là de la maladie. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est que il y a des gens très myopes qui vont avoir un œil qui va s'étirer, qui va, tu sais, qui va, les gens très myopes sont plus à risque d'avoir cette forme de maladie-là.
et qui va faire aussi qu'il y a des vaisseaux, des néo-vaisseaux sanguins qui vont pousser, je pense, dans l'œil et ça se traite aussi par des injections. Donc, les injections, ça touche aussi la dégénérescence maculaire myopique. Ça aide, ça traite aussi l'édème maculaire, qui est aussi une conséquence du diabète. Donc, vous avez peut-être déjà entendu des gens là, qui ont du diabète, qui ont des injections, c'est parce ils ont un édème maculaire. Puis plus jeune que ça, il y a la maladie de Stargardt, quelque chose comme ça, là, qui est une autre forme de la maladie, qui est aussi une perte de vision centrale, qui arrive beaucoup plus tôt dans la vie. Mais ça ne se traite pas là, par des injections. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires? Pour l'instant, je vois personne d'autre dans le chat. Louis, tu me corrigeras si c'est pas le cas, ni aucune main levée. Comme disait Mme Castonguay, si vous avez envie de partager des expériences plus personnelles avec la maladie, j'imagine que vous êtes les bienvenus à le faire également. Il y a une dame qui a une question. Mme Nicole Parisé. Juste à... Oui, excusez-moi. Je voulais savoir, ma mère, elle a eu la dégénérescence maculaire. Elle est décédée en 2005, ça fait déjà 20 ans. Mon père a un problème voyons, comment on appelle ça pour les yeux, là? De glucose. Mais moi, à chaque année, je vais passer des examens, puis est-ce que je devrais m'inquiéter d'avoir peut-être certains symptômes? Je sais pas. Ben, vous êtes un bon exemple. Il y a un cas dans la famille qui date d'il y a 20 ans, mais c'est que ça demeure votre hérédité. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs là, qui sont vivants ou c'est Oui. quelque chose qui doit se discuter dans la famille. Nous, on essaie de faire en sorte que les gens pensent à en discuter dans la famille. Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai eu cette maladie-là. Je savais pas ce que c'était, la dégénérescence maculaire. Alors, j'en parle à ma mère, qui était vivante. Mon père était décédé. Ma mère m'a dit, ben oui, Sylvie, ton père avait ça, la dégénérescence maculaire. Mon père est décédé en 2006. Donc, OK. mon père souffrait de cancer, problème cardiaque. Donc, la dégénérescence maculaire, dans le flot de ces maladies, à ce moment-là, c'était pas la maladie principale. Il y avait pas mal d'autres préoccupations parce qu'il voyait encore bien. Donc, on l'a jamais su. Donc, moi, avec cet exemple-là, je me suis dit, mais il faut en parler dans la famille. Alors, moi, j'en ai parlé avec mes enfants. Je leur ai dit, allez chez l'optométriste, faites-vous suivre, ma fille a des lunettes, donc c'est dans leur dossier. Ça devrait être dans votre dossier ça devrait être dans votre dossier qu'il y a des antécédents dans votre famille. Si vous avez un OK. dossier chez l'optométriste, puis de vous faire suivre à tous les ans, de passer l'examen du fond de l'œil à tous les ans. Pourquoi? Parce que vous allez le savoir plus rapidement. Deuxièmement, l'état de la science actuellement fait qu'on a des espoirs qu'on n'a jamais eus sur le fait qu'on va pouvoir ralentir la progression de cette maladie-là, même tôt dans la progression de la maladie. Donc, c'est une valeur ajoutée pour tout le monde, là, dès qu'on a un diagnostic, de savoir je dis pas qu'on a des traitements maintenant, que c'est miraculeux, c'est pas ça que je dis, mais on a un espoir sur quelques années, selon nous, que notre vie va changer pour le mieux, surtout pour la DMLSH. Là. Donc, en parler avec l'optométriste, le mettre dans votre dossier, puis être suivi à tous les ans avec un examen du fond de l'œil, qui est un examen spécifique, qui est payant, mais qui serait un avantage pour vous, et de le dire à vos enfants si vous en avez, ou neveux et nièces, que ça existe. Et la grille d'Amsler, même si la grille d'Amsler, ça peut être un outil aussi, là, de voir un peu comment ça se développe, mais si vous n'avez pas la maladie, il ne faut pas non plus penser qu'à toutes les semaines, vous avez besoin d'aller voir ça puis de paniquer avec ça, mais ça demeure un outil là, pour bien comprendre, à tout le moins, que quand on voit bien, on voit les lignes droites, puis on voit le fond blanc.
OK. S'il y a quelque chose qui n'est pas comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous devriez aller consulter un optométriste. Mais moi, depuis au moins 10 ans, je fais passer un examen à tous les ans et même celui du fond de l'œil, là, fait comme ça, on peut voir s'il y a une progression ou quelque chose. Jusqu'à date, il n'y a rien. Mais, c'est comme là, moi, je suis rendue à 70 ans. Puis tout va bien. Fait que je me dis, bon, ma mère est décédée à 79 ans. Faut que je m'attende entre 70 et 79, ça arrive ou finalement, ça arrivera peut-être jamais non plus, là. Ouais, oui, c'est ça. Vous avez un antécédent familial. Maintenant, c'est une maladie qui touche 25% des gens de 75 ans et plus. Ça, c'est une OK. statistique importante. Ah, OK. Maintenant, le facteur âge est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai eu la maladie à 63 ans. Si je vis jusqu'à 93 ans, je vais vivre 30 ans avec la maladie. Donc, à moins qu'il y ait un traitement, éventuellement, ben, ça veut dire que s'il n'y a pas de traitement, ben, 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, à un moment donné, je vais avoir un impact là, de plus en plus grand. Puis si j'ai la forme humide, mais il va falloir que je sois traitée. Si vous avez la maladie, un diagnostic à 80 ans, la plupart des gens ont un diagnostic après 75 ans, que vous vivez malheureusement 50 plus, ben, l'impact pour vous, à cause de la longévité moins longue que quelqu'un qui a ça plus jeune, votre impact va être moins grand. Sauf si vous avez la forme humide, où là, il va falloir que vous ayez des injections dans vos yeux. Alors, vous comprenez que le facteur âge, le moment où on a un diagnostic, est significatif aussi là, par rapport à ce qui pourrait nous arriver, mais peu importe que ce soit à 60 ans, 40 ans ou 80 ans, vous avez toujours le risque d'un patient sur 10 qui va avoir la forme humide de la maladie. Alors, il faut quand même toujours regarder sa grille d'Amsler parce que s'il y a des vaisseaux qui coulent, s'il y a de l'écoulement dans votre œil, ça doit être traité immédiatement pour éviter la coagulation, que ce sang-là ou le liquide se fixe dans le centre de votre œil. Puis à un moment donné, c'est impossible à enlever, là. Donc, il faut quand même suivre ça régulièrement parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous attend, surtout quand on a eu un diagnostic. Merci. Je vois le Ça temps. me fait plaisir. Madame Castonguay, je vais aller à une dernière question d'intérêt général. Les injections sont-elles faites au Canada et savez-vous pour la raison du prix exorbitant, même si elles sont défrayées par la RAMQ? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'elles sont faites, est-ce qu'elles sont produites au Canada? C'est une question qu'on n'avait jamais eue avant, peut-être la situation actuelle entre le Canada et les États-Unis, là. Est-ce qu'elles sont produites au Canada? Je peux pas répondre à la question. Mais si je prends tu sais, c'est ça. Si je prends Bayer, le Eylea, c'est une compagnie allemande, mais tu sais, ils ont des filiales à travers le monde, là, tu sais, où c'est produit, je ne sais pas. Dans le cas de Vabysmo, c'est Roche, où est-ce que c'est produit? Tu sais, je pourrais pas répondre à cette question-là. Le coût exorbitant, oui, c'est quand même assez dispendieux, là, parce que chaque injection actuellement, sauf l'Avastin, qui est un produit qui est dans les hôpitaux uniquement et qui n'est pas un produit qui est identifié comme tel pour traiter la dégénérescence maculaire humide, mais qui fonctionne, là. Dans les cliniques d'ophtalmologie, ça coûte à peu près 800 $, entre 800 et à peu près 1100 $ par injection à l'heure actuelle. Donc, faites le total d'une personne qui serait atteinte dans les deux yeux, là. C'est sûr que par année, c'est un produit qui coûte cher. Pourquoi il est si cher que ça? Ben, c'est sûr que la réponse des pharmaceutiques, quand ça va être de dire, ben, tant qu'on a le brevet, c'est-à-dire qu'on a l'exclusivité sur la production de notre produit, il y a eu de l'argent investi en recherche et développement pour ce produit-là. Donc, voici ce qui fait que ça coûte ce prix-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au plan canadien, il y a quand même des efforts qui sont faits par les agences de remboursement, tu sais, des médicaments pour essayer de réduire les prix. Maintenant, on a des biosimilaires. C'est pas exactement comme des génériques là, pour les d'autres types de médicaments, mais il y a ce qu'on appelle des biosimilaires qui sont entre guillemets, des copies
de certains médicaments dont les brevets sont expirés, qui sont un peu moins chers sur le marché. Mais actuellement, c'est le médecin qui détermine, et c'est une bonne chose, c'est l'ophtalmologiste qui détermine et qui en discute avec son patient quel produit va être injecté dans ses yeux en fonction de sa situation particulière. Et dernière question de Mme Diane Aubé de Vis-à-Vis. Elle voudrait savoir comment pouvoir obtenir des pliants pour les remettre à ses clients qu'elle rencontre dans la recherche d'hébergement, si vous avez un bureau à Québec ou si c'est possible de les envoyer par la poste. OK. Oui, on peut vous envoyer ça par la poste. Je vous dirais, vous avez mis notre numéro de téléphone, je pense, hein, dans le chat. Madame peut téléphoner, notre adjointe est habituée là, de prendre des commandes de ce type-là et d'expédier les documents. Bon, ben, c'est parfait. Andréane, je te laisse la parole pour la fin. Oui, merci à tout le monde. Merci à Mme Castonguay en premier temps. Pour ceux qui n'auraient pas Merci eu beaucoup. le temps de poser les questions, s'il y a des questions qui vous viennent ensuite, j'imagine que Mme Castonguay, vous êtes disponible. Là, vous avez laissé déjà vos coordonnées. Fait que vous pouvez directement les adresser à Mme Castonguay par courriel, par téléphone. Fait que je vous invite à le faire si c'est le cas. Et puis sinon, moi, je vous invite à notre prochain Midi Causerie le mois prochain. Si jamais, là, il y en a qui ont manqué le début de la conférence, là, je tenais à mentionner là, parce qu'il semble y avoir eu un problème. On est en train encore de chercher pourquoi. Mais si vous avez manqué le début, là, la conférence est enregistrée puis elle sera mise sur notre chaîne YouTube là, d'ici la fin de la semaine. Je vais partager également tous ceux qui étaient inscrits déjà par courriel. Je vais leur transmettre le lien directement pour vous rendre sur notre chaîne YouTube pour y avoir accès. Là. Fait que vous allez pouvoir écouter tout ça et les réponses que Mme Castonguay a données à tout le monde également. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Ben, Merci. merci beaucoup, intéressant. Merci beaucoup. Merci.